Napoléon, tout fraîchement revenu d'Égypte, réalise le fameux coup d'État du 18 Brumaire le 9 et 10 novembre 1799. Il prend alors le pouvoir en se proclamant consul provisoire. Mais alors, quel est le régime qui va être installé ? Quels sont les changements, les nouveautés ? La France arrivera-t-elle à retrouver la prospérité tout en gardant les acquis de la République ? Et comment ce nouveau régime va être accepté par la population ? Histoire de parler, nous allons le découvrir dans cette vidéo. « 13 décembre 1799. La constitution de l'an 8 est signée et instaure officiellement le consulat. 3 consuls sont nommés et viennent remplacer les consuls provisoires installés juste après le coup d'État du 18 Brumaire. Napoléon Bonaparte devient premier consul, Cambacérès deuxième consul et le troisième consul se nomme Lebrun. En réalité, seul le premier consul a un réel pouvoir. Les deux autres n'ont qu'un rôle consultatif. La création du consulat et l'installation de la constitution de l'an 8 va alors créer de nouveaux corps de l'État comme le Conseil d'État, le Sénat, le corps législatif ou encore le tribunat. Le Conseil d'État est constitué de membres nommés et révocables par le premier consul. Il est le plus souvent présidé par Napoléon Bonaparte lui-même. Il a 3 rôles, administratif, juridique, mais surtout législatif. La plupart du temps, il est chargé de rédiger les projets de loi, les règlements d'administration publique ou encore la rédaction des codes. Le Sénat conservateur, lui, tient sa première séance le 24 décembre 1799 au Palais du Luxembourg. Il compte au début 60 membres, puis 80 désignés à vie et inamovibles. La nomination des sénateurs se fait par la concertation entre les consuls provisoires sortants et les arrivants. Ils doivent décider de 29 noms pour former une majorité. Ensuite, cette majorité élira le reste des membres. Ainsi, le Sénat se recrute lui-même. Le rôle du Sénat est de s'assurer de la constitutionnalité des lois, c'est-à-dire de regarder si une future loi respecte bien la Constitution. Il est souvent appelé le conservateur de la Constitution. Ainsi, il peut s'opposer à un texte voté par le corps législatif. Le corps législatif, lui, tient sa première séance le 1er janvier 1800 au Palais Bourbon, autrefois occupé par le Conseil des 500. Il compte 300 membres élus pour 5 ans. Les membres de cette assemblée sont élus par un suffrage universel masculin à 4 degrés. Pour faire un rapide résumé de cette élection, chaque citoyen français vote pour une liste de confiance au niveau de leur commune. Ensuite, une deuxième élection est faite où cette fois-ci les hommes élisent une liste de confiance au niveau départemental. Et enfin, les électeurs votent une dernière fois pour élire une liste de confiance, mais cette fois-ci au niveau national. Cette liste de confiance nationale est ensuite proposée aux sénateurs qui choisissent les noms des futurs membres du corps législatif. Le rôle de cette assemblée est uniquement législatif. Elle vote sans débattre les projets de loi au préalable examinés et discutés par le tribunat. Le tribunat est la dernière assemblée et est officiellement installée le 1er janvier 1800. Ces séances se déroulent au Palais Royal. Au départ, cette assemblée compte 100 membres, élus pour 5 ans, de la même manière que les membres du corps législatif. Le tribunat est chargé de discuter des projets de loi mais sans les voter. Il peut proposer l'adoption ou le rejet du projet de loi au corps législatif, mais c'est bien l'autre assemblée qui la votera. Ce nouveau régime, le consulat, est considéré pour certains comme un régime autoritaire, voire dictatorial. En effet, les assemblées n'ont pas de réel pouvoir et le pouvoir législatif appartient à Napoléon. De plus, le suffrage universel existe, mais à la fin ce sont toujours les membres du Sénat, pour la majorité élue par le pouvoir en place, qui vont choisir des noms parmi la liste proposée. La liberté d'expression, et notamment celle de la presse, est également restreinte. Pourtant, le consulat est assez bien accepté par la population pour plusieurs raisons. Napoléon arrive également à ramener la paix civile en ramenant la paix religieuse. Bien qu'à l'arrivée de Napoléon nous sommes à la fin de la guerre de Vendée, quelques-uns ont repris les armes. Il va donc alors proposer l'armistice à tous les Vendéens qui déposeront les armes. Il va aussi, et cela seulement quelques jours après son coup d'État, abandonner les mesures de déportation contre les prêtres réfractaires. Mais ce qui va réellement ramener cette paix religieuse est le Concordat, 15 juillet 1801.
Le Saint-Siège et l'État français signent le Concordat. Ce traité international entre Rome et la France décrète la religion catholique comme la religion des majorités des Français et non plus comme la religion d'État comme ce le fut sous l'Ancien Régime. La liberté de culte proclamée par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en 1789 reste donc d'actualité. Pour la nomination des évêques, c'est Napoléon qui donne les noms et c'est le pape qui leur donnera l'investiture canonique. En échange, l'État rémunère ses hommes d'église. 8 avril 1802. Le corps législatif adopte le Concordat et il est publié à Pâques 10 jours plus tard. Même si le Sénat est en partie nommé par Napoléon, il aurait pu se rebeller car cette assemblée a un pouvoir considérable et peut s'opposer à Napoléon. Mais les sénateurs resteront passifs. Les raisons de cette inaction sont dues à la politique que mène Napoléon. Bonaparte amadoue les sénateurs par l'honneur et la richesse en leur proposant le titre de comte de l'empereur, un salaire élevé et des domaines et palais résidentiels aux plus méritants. Mai 1802. Alors que Napoléon vient juste d'être réélu par le Sénat pour 10 ans, il décide de consulter le peuple français par l'intermédiaire d'un plébiscite. Il leur demande de répondre positivement ou négativement à la question « Napoléon Bonaparte sera-t-il consul à vie ?» Cette question reçoit environ 3 500 000 oui contre approximativement 8 000 non. 4 août 1802. Le Senatus Consulte, qui correspond à un décret du Sénat, adopte le consulat à vie et passe de la Constitution de l'an 8 à la Constitution de l'an 10. Napoléon Bonaparte est donc déclaré consul à vie.